Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir une histoire un peu particulière. C'est une histoire de défiscalisation qui se passe mal. Donc vous allez voir, Franck a gentiment accepté de témoigner. Ce n'est pas facile de venir raconter son parcours, son histoire quand on a fait des erreurs. Donc il les assume, il a réussi à les dépasser et c'est pour ça qu'il veut passer les bons messages pour les personnes qui seraient tentées de faire de la défiscalisation. Alors attention, il y a des projets de défiscalisation qui sont bien et qui sont adaptés aux personnes auxquelles ils sont présentés et il y a des projets qui sont peut-être moins intéressants, voire qui sont présentés de manière pas forcément toujours transparente. Donc Franck, dans son cas, il a fait face à deux projets et donc il y a eu deux erreurs différentes sur les projets. Le premier, il s'est retrouvé à devoir débourser 500, 600 euros de plus par mois que ce qui lui avait été présenté. Donc ça fait un gros trou dans son budget. Et le deuxième, c'est tout simplement qu'il a acheté un appartement qui valait 2 fois moins cher. Donc on lui a vendu un appartement 2 fois plus cher que son prix normal. Donc vous allez voir, il va nous raconter tout ça en détail. Encore une fois, écoutez bien son message. Prenez vos précautions quand vous investissez pour faire cela de manière intelligente et que ça contribue au développement de votre patrimoine et de votre liberté financière. On se retrouve avec Franck. Et si vous voulez vous former à investir dans l'immobilier qui ne sera pas de la défiscalisation mais qui sera plutôt des projets à trésorerie positive dès le départ, regardez dans la description, il y a mon lien vers la formation que je vous propose qui est gratuite. C'est une formation à l'immobilier pour démarrer. Bonjour et donc bienvenue dans cette vidéo dans laquelle j'ai le plaisir d'être avec Franck. Salut Franck. Salut, bonjour à tous. Et donc merci Franck de venir raconter ton histoire. En fait, ton histoire, c'est une histoire d'immobilier, mais c'est une histoire d'immobilier qui n'est pas forcément très positive. Et comme voilà, on t'a proposé de la raconter parce que c'est pour aussi montrer que dans l'immobilier, il faut faire attention à ce qu'on fait parce qu'on peut parfois mal tomber ou commettre des erreurs. Donc, tu peux nous raconter voilà, ton premier projet, quel est-il et comment ça a démarré tout ça? Alors effectivement, mon premier projet, c'est un petit peu ancien, ça remonte à 2007-2008. J'ai été approché par un cabinet de défiscalisation qui je trouve était très à la mode à l'époque, on en entend moins depuis, qui m'a proposé effectivement d'étudier avec moi la réduction de mon impôt. De mémoire, je devais être à plus de 2500 euros par mois, par an, pardon, ça devait être le critère de sélection. Donc effectivement, c'est intéressant. J'étais à l'époque parfaitement loin du monde de l'immobilier, du monde du travail des impôts, c'était pour moi très flou. Donc j'ai accepté, suite à un premier rendez-vous téléphonique très rapide, de voir un conseiller qui est venu, qui a fait, alors on ne va pas appeler ça une analyse, on a passé en revue, peut-être ça a duré 10 minutes, la situation, mon emploi, mes revenus, mon imposition. Et puis ce que j'avais à côté, donc qui était très peu, j'avais déjà acheté ma résidence principale et point. Et puis rapidement, on en est venu sur l'objet, donc un plan d'épargne fiscale. Donc à l'époque, on devait être sur du d'or au bien. Ça devait être le plan qui avait le vent en poupe. Et donc il m'a bâti tout le raisonnement sur qu'est-ce qu'on pouvait faire, qu'est-ce qu'on pouvait imaginer comme type de bien, et qu'est-ce que ça pouvait faire. Donc très rapidement, avec des arguments assez percutant, c'est-à-dire 0 euros d'apport, financement à 110%, un revenu locatif garanti, une économie d'impôt à la clé, et somme toute la seule concession entre guillemets que je devais faire, le seul effort que je devais faire, c'était un petit effort d'épargne mensuelle, de l'ordre de 200 euros. D'accord, donc il te présente ça dès le premier rendez-vous? Tout à fait. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui se passe alors ensuite? Après réflexion, encore une fois, comme j'étais très peu aguerri à ces choses d'impôts, de défiscalisation, les mots résonnent un petit peu chez moi. Pas d'apport, du revenu locatif garanti, une économie d'impôt, une économie d'impôt qui pouvait pas gommer tout l'impôt, mais pas loin, pas mal s'en approcher. Et puis un petit avec des guillemets, on n'a pas tous les mêmes situations, mais effort d'épargne mensuelle de 200 euros. Je me dis pourquoi pas, un calcul vite fait sur les impôts que je payais, 200 euros par mois. Si c'est vraiment pour mettre de côté, faire de l'épargne, autant mettre ça de côté plutôt que de le donner aux impôts. Oui, parce que c'est ça, une des promesses, c'est transformer votre impôt sur le revenu en épargne immobilière, quoi.
Tout à fait, c'est ça. Ok. Donc du coup, ça t'intéresse Oui. et du coup, tu vas plus loin, c'est ça? Tu signes. Alors je vais plus loin, je fais revenir le conseiller pour un deuxième rendez-vous. Donc il me demande de lui envoyer toutes les pièces, donc les avis d'imposition, le montant du salaire, les différents documents, pour permettre de venir me voir déjà avec un projet, on va dire clé en main, quelque chose qui était déjà tout défini. Euh, c'est vrai que là, avec le recul, on se dit waouh, c'est cool. On a fait un rendez-vous qui a dû durer 2 heures. Il a analysé ma situation et puis il a déjà un projet à me proposer. Donc c'est plutôt sympa. On est dans le concret, ça va vite. Donc il revient, il me présente effectivement un petit récap de ma situation, donc, très facile. Alors très facile, hein, c'est un schéma à main levée sur une feuille au stylo, avec des petits camemberts que je regarde un peu maintenant, je les ai gardés, c'est assez sympa, c'est très très simpliste, et il y a zéro information. Mais moi à l'époque je tombe dedans, je me dis ouais effectivement c'est intéressant. Et puis il me présente un petit book tout relié, couleur avec du beau papier, avec des photos d'un immeuble. Donc c'est plutôt un immeuble de Paris, des quartiers riches, hein, rien à voir avec ce que j'allais acheter. Une adresse, et puis comment ça va se passer. Donc voilà les différentes étapes. Les étapes de la construction qui arrivent, la signature chez le notaire avec un espèce de rétro-planning. Et puis on en arrive, voilà, est-ce qu'on se lance? Tout simplement, rien de très poussé en somme. D'accord. Donc, tu peux nous dire du coup qu'est-ce qu'il te propose, où est-ce que c'est situé, donc on a compris que c'était quelque chose en construction, à construire Oui. même. Voilà, c'est quoi les chiffres un peu du projet, le montant total, le loyer, voilà. Alors c'était un immeuble c'était une résidence qui devait se construire à Cambrai, dans le Nord, avec de mémoire 70-80 appartements. Donc il me propose un F3, qui était le plus grand appartement de la résidence. Et toi, excuse-moi, toi, tu résidais où à l'époque? Moi je réside en région parisienne. D'accord. Donc loin de Cambrai, je pense que ça fait partie de la stratégie. C'est effectivement c'est souvent ce qui est fait. Ouais, ben, je vois avec le recul malheureusement. Donc un F3 avec un tarif de l'affaire toute comprise avec les frais d'achat, les frais de notaire, leurs frais à eux qui sont a priori transparents pour moi puisqu'ils sont rémunérés par la banque, du moins dans le discours, avec une opération totale à 173 000 euros, quelques centimes qui dépassent. Voilà, donc une résidence sécurisée avec juste des plans puisque c'est en construction. Ok, donc 173 000 euros. Et donc le loyer était de combien? Le loyer prévu? Alors le loyer prévu était de 680 euros par mois. D'accord, 680 euros par an. Et alors, qu'est-ce qui faisait qu'il était garanti ce loyer? Parce que tout à l'heure, tu as dit qu'il te le garantissait. Alors qu'est-ce qui fait qu'il est garanti? Il fait qu'on s'adosse à une structure qui va se charger de la commercialisation, de tout le suivi. D'accord, donc de c'est une faire- résidence avec service alors. Tout à fait. D'accord, ok, donc tu ne peux pas, toi, prendre ton appartement et le louer par toi-même. Je pense que si j'avais dit que je me débrouillerais, ça aurait fonctionné. D'accord. Là, il m'aura dit, par contre, monsieur, vous n'aurez pas de loyer garanti, c'est à vous de vous débrouiller. Oui, oui. Ok. C'est la subtilité. D'accord. Donc, ok. Qu'est-ce qui se passe alors du coup comment, enfin après, j'imagine du coup, tu signes le projet. Il y a la phase de Oui. construction, les déblocages successifs de fonds, etc., etc. Euh, à quel moment en fait, finalement, tu te rends compte que c'est pas exactement comme on te l'avait présenté le projet? On va dire vers le mois d'avril, quand on commence à remplir les déclarations d'impôts. D'accord. Pourquoi? Alors, je commence à saisir toutes mes données habituelles, donc très simple, hein, le salaire, la situation. Et puis, je commence à saisir les données du plan, donc, notamment les salaires qui sont rentrés. Et puis, le plan de financement, donc avec les mensualités.
Donc alors, je suis content, en bas de la page, hein, je vois apparaître une économie d'impôt. Je me dis, ah ouais, effectivement, c'est bien. Et puis en creusant un petit peu, je commence à retravailler un petit peu les chiffres, parce que je voulais vraiment tracer tout ce que ça me faisait, entre guillemets, économiser comme impôt, et suivre mon épargne mensuelle en me disant, moi je vais me noter scrupuleusement tout ça pour voir effectivement combien j'aurais mis de côté. Et puis là déjà je me dis, bah, c'est bizarre, ça fait quand même un sacré delta. On m'avait parlé de 200 euros d'effort d'épargne mensuel, et je suis à presque 700 euros. Donc soit c'est peut-être le début du plan. J'attends un petit peu en me disant ça. Alors, attends, mais d'où vient cette différence Alors la différence, c'est qu'en fait, j'ai un delta énorme entre la mensualité du crédit. Alors ça remonte à 2008, donc on était à l'époque à plus de 4%. Hein. Et puis le loyer qui rentre effectivement. Donc le loyer est plutôt conforme à ce qu'on m'avait dit, de l'ordre de 680 euros, mais avec les charges. Donc ça fait déjà un petit peu de temps. Mais donc, c'est que donc dans la simulation qui t'avait été communiquée au départ, la mensualité du prêt n'était pas la bonne, enfin, en tout cas n'était pas cohérente avec les 200 euros d'épargne, d'effort qu'on t'avait annoncé. C'était à peu près cohérent, mais parce qu'on comptait plein de choses. Et surtout, on ne comptait pas tout ce qui était taxe foncière, tout ce qui était financement de l'agence qui s'occupait de la commercialisation. Tout ça, c'était gommé, c'était pas abordé. Donc effectivement, c'était peut-être 200-250 euros d'effort mensuel. Donc on était en ligne. Et tout mis bout à bout, voilà, j'arrivais quasiment à 700. Et c'est là que j'ai commencé à voir qu'en termes d'épargne fiscale, j'étais certainement un petit peu loin du compte par rapport aux prévisions. D'accord. Ok, donc ça, effectivement, tu t'en rends compte du coup dès la première déclaration de revenus. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Donc, une fois que tu te rends compte de ça, voilà, qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que tu fais pas ou, voilà, c'est quoi après la suite des événements? Alors, qu'est-ce que je fais quand je me rends compte de ça? J'attends. J'attends parce que du travail par-dessus la tête, parce que c'est quelque chose qui m'embête et je me suis pas dit je vais prendre le taureau par les cornes. Je vais m'en occuper plus sérieusement. Et puis j'étais de toute façon engagé sur un crédit d'une vingtaine d'années, qui était assez récent. Et puis j'étais pas non plus dans la renégociation du crédit, des choses comme ça. Mais j'attends. D'accord. Et effectivement, ce que tu dis là, c'est malheureusement... moi, j'en ai fait aussi l'expérience. Hein, il y a longtemps, j'avais rencontré une personne qui proposait de la défiscalisation. J'avais fait les entretiens, j'avais vu le projet présenté. Et effectivement, j'avais remarqué qu'il y avait il y avait une confusion volontaire ou pas, je ne sais pas, qui est entretenue entre l'économie d'impôt, l'effort d'épargne et le cash flow réel du projet. Et ce qui fait que quand toi, tu signes ce genre de projet, en fait, tu penses que ça va te coûter réellement 200 euros par mois, mais ce n'est pas ça du tout, parce qu'en cash flow, comme tu le dis, hein, en cash flow réel, en trésorerie, hein, pour parler français, tu as un effort bien plus important que ces 250 euros à faire. Tout à fait. Sachant que cet aspect de trésorerie n'est jamais abordé. Non, non. Jamais le sujet de dire est-ce que je vais avoir de la trésorerie positive ou négative chaque mois. Ouais, donc ça, c'est déjà un premier enseignement pour les personnes qui nous regardent. Si jamais on vous présente des projets comme ça en défiscalisation, qui sont parfois adaptés, hein, on n'est pas en train de dire que c'est jamais pertinent, mais il faut toujours réfléchir en termes de trésorerie. Ça sera beaucoup plus pertinent et réaliste que juste rester sur économie d'impôt ou effort d'épargne. Ouais. D'accord. Donc, pris par le boulot, oui, c'est logique. Hein, de toute façon, j'imagine que tu as un peu, entre guillemets, d'autres chats à fouetter que replonger dans ce projet-là qui est de toute façon lancé comme tu le dis. Donc du coup, c'est quoi la suite des événements globalement? Tu me disais en préambule que tu avais réalisé un deuxième projet. Il vient quand ce deuxième projet par rapport au premier? Enfin voilà, tu peux du coup... Alors effectivement, j'ai fait un deuxième projet au bout d'un an. Au bout d'un an? Au bout d'un an, ouais, c'était assez rapide. Je suis contacté par un nouveau cabinet, alors avec une approche un petit peu différente. Et effectivement, entre-temps, ma situation avait changé. J'avais un salaire qui avait augmenté, donc j'avais régénéré de l'impôt.
Donc en reparlant avec le conseiller au téléphone, il me dit oui, effectivement, on peut vous proposer des choses intéressantes. Donc, moi, je reviens un petit peu sur mon plan. Ouais, mais là, j'ai déjà un plan en place d'Eurobien. Ça me paraît un petit peu compliqué. Je ne suis pas vraiment satisfait. Et là, miracle, oui, mais on ne parle plus du d'Eurobien dessus. On arrive sur un nouveau plan qui est un plan cellier et qui était à l'époque, on va dire, la poule aux œufs d'or. C'est pas forcément comme ça qu'on me l'a vendu, mais c'était très très bien. Donc effectivement, je replonge, je reprends rendez-vous avec un conseiller qui me repasse tout ça en vue, qui me dit qu'effectivement, on peut travailler quelque chose avec mon impôt et mes revenus du moment, et qui intègre cette fois mon épouse dans le plan. D'accord. Qui prend en compte aussi ses revenus, son impôt, et puis qui nous dit qu'on peut vraiment travailler quelque chose pour effacer cet impôt-là, et que ça pourrait atténuer le creux, on va dire, du premier plan. Ok, donc là, qu'est-ce qui te motive du coup à aller vers ce deuxième projet alors que le premier, déjà, on va dire, n'était pas conforme à ce qu'on t'avait présenté ou ce que tu avais compris. Qu'est-ce qui fait que tu vas vers le deuxième? Alors clairement, c'est le discours rassurant. Quelqu'un qui m'a écouté, qui a compris que j'avais peut-être pas forcément signé le bon projet, et qui sait m'apporter les bons arguments, la bonne écoute, en me disant qu'il va pouvoir faire quelque chose compte tenu de notre situation pour atténuer tout ça et améliorer un petit peu la situation globale. Ouais, sachant que là, pour atténuer, c'est-à-dire pour réduire l'effort d'épargne que tu fais sur le premier projet, c'est ça? Oui. Sachant que pour arriver à ça, il faudrait que l'opération soit en cash flow positif, ce qui est pas le principe des projets en défiscalisation, de par le fait qu'il soit neuf et que le neuf est quand même coûteux. Et encore une fois, on ne parle pas du tout de cash flow. Ouais. Alors je ne sais pas comment il t'a présenté le fait qu'il allait compenser le premier. C'était avec l'économie d'impôt encore. D'accord. Ça travaillait tout ça. C'était le principe des vases communicants, hein, plutôt que de jeter beaucoup et puis d'avoir un gros impôt, on va réduire votre impôt, ça va vous atténuer tout ça. D'accord, alors donc tu peux peut-être du coup nous dire qu'est-ce qui te propose comme type de projet, les chiffres, projet, loyer. Alors là, c'était plus complexe. La première fois, il m'a dit, monsieur, on va faire du LMNP. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, il me présente un petit peu ce que c'est. Vous allez devenir loueur meublé non professionnel sur plutôt des résidences de loisirs. Ok, très bien. Sans rentrer dans beaucoup de détails, c'était encore un projet qu'il fallait affiner. Donc sur le premier rendez-vous, je n'avais pas de chiffres. Et le fait de ne pas partir sur de la location nue comme le premier, effectivement, ça m'a paru intéressant parce qu'il me présentait vraiment ça comme une gestion beaucoup plus facile parce que j'achetais la coque et c'était l'organisme qui gérait les murs, qui s'occupait de tout. Je faisais juste moi que payer un morceau du bâtiment et tout le reste était pris en charge. Donc on lui a confirmé effectivement qu'on était OK pour étudier ça, pour aller plus loin. Et ce qui était particulier, c'est quand il est revenu, on n'était plus du tout dans le LMNP. C'est là qui est vraiment sorti l'aspect cellier cette fois. Sur un petit peu le même schéma que la première fois. Par contre, c'était plus un F3, c'était un F2. Alors on n'était plus à Saint-Quentin, on n'était plus à Cambrai, pardon, on était à Saint-Quentin dans l'Aisne. Donc on changeait un petit peu de région sans trop s'éloigner et sans trop se rapprocher de chez nous, effectivement. Okay. Donc un F2 qui devait être à 120 000 euros projet tout compris avec les frais de notaire et la totalité. Et là, un tout petit effort d'épargne de 120 euros par mois. Ok. Donc avec un montage, encore une fois, intéressant, sans beaucoup de détails. D'accord. Donc là, du coup, vous signez ce projet-là, c'est ça? On signe ce projet-là, les choses se lancent comme la première fois, hein, donc les phases de construction, le déblocage par étapes des fonds, jusqu'à la signature. Mieux accompagné que la première fois sur l'aspect mise en location, parce que ça s'est fait tout de suite. Avant même la fin de la construction, on savait déjà qu'on avait quelqu'un. Donc on était vraiment plus en confiance sur ce projet. D'accord. Donc vous mettez en location, ça se passe bien, parce que tu fais bien de le préciser, parce que
C'est vrai que parfois, il peut y avoir des loyers qui sont surévalués, qui sont proposés lors de la phase de préparation du projet, et ça peut créer encore un décalage dans la trésorerie encore plus important. Donc là, ce n'est pas le cas, et tant mieux. Et du coup, voilà, qu'est-ce qui se passe après à quel moment, de la même manière, est-ce que c'est au mois d'avril suivant, un peu comme le premier, que tu remarques qu'il y a un écart? Est-ce qu'il y a un écart dans l'effort trésorerie? C'est venu un peu plus tard, parce que le cumul des deux plans, avec l'effet de leur forte économie sur les premières années, l'intégration très certainement de la situation de ma femme dedans, a fait effectivement que ça a atténué la situation. L'écart par rapport au premier, c'est quasiment pas creusé au début. D'accord. Et donc, à quel moment, parce que là, voilà, aujourd'hui, tu nous racontes cela, c'est qu'il y a, voilà, j'imagine que c'est qu'il y a, voilà, tu t'es dit que c'était pas adapté ou il y a des choses qui n'étaient pas correctes. Mais à quel moment j'allais dire, tu réalises que finalement, ce projet ou ces projets n'étaient pas forcément, ou qu'il y avait des problèmes, quoi. Alors, malheureusement, le chemin est encore long, j'en rigole, mais c'est vraiment très très jeune. Je m'en suis rendu compte au bout de 5 ans. Sur le premier bien, j'en étais à mon 5e locataire, mais à chaque fois sans perte, et puis avec une garantie de loyer impayé, de vacances locatives qui se mettaient en route dès que c'était vide. On me présente un nouveau dossier, un bon locataire, très bien, qui rentre. L'agence lui facture le premier mois de loyer, après plus rien pendant 2 mois. Et là, ça a commencé à sérieusement se dégrader, parce que le locataire n'a pas pris la peine de mettre l'argent de côté. Et donc après, pendant 2 ans, l'agence lui a couru après pour essayer de récupérer les loyers, mais il y avait toujours du retard. Moi, c'est là que j'ai commencé à avoir des échanges pas franchement aimables avec l'agence, puisque ça commençait à bien faire. Donc ils ont vu que ça allait mal se passer, donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont sorti l'argent pour m'avancer les loyers tous les mois. Et ils faisaient leur affaire de récupérer auprès de ce locataire avec un plan d'endettement, avec tout ce qui allait bien. Jusqu'au jour où il a été interné dans un hôpital pour des soins assez lourds. Donc sa famille a dénoncé le bail, forcément. Et là, je crois qu'il restait 1 an de loyer à couvrir pour l'agence. Donc il a commencé à se retourner vers moi. Donc je leur ai gentiment réexpliqué que le problème était chez eux. Et puis finalement, ils ont accepté de laisser traîner. Ils ont réussi à récupérer tous ces loyers-là. Par contre, il ne se passait plus rien côté location. J'ai commencé à mettre une petite pression complémentaire. Et puis là, on m'a sorti, mais votre appartement, il est trop vieux, votre appartement, il n'est pas entretenu, il est en mauvais état. Et donc, j'ai commencé vraiment à m'y intéresser. Je me suis permis de leur rendre visite pour récupérer les clés. D'aller à l'appartement, effectivement, j'ai découvert que tout était d'origine avec de la construction un petit peu bas de gamme. Donc, j'ai refait tout l'appartement. L'appartement, tu ne l'avais pas vu, tu ne l'avais jamais vu. Je l'avais jamais vu, c'était sur plan. Okay. Et donc, à ce stade-là, ça fait combien de temps que tu le possèdes? Ça fait 5 ans que tu le possèdes? Ça fait 6 ans même au moment où j'y mets les pieds. Et 6 ans, donc il paraît déjà vieux? Il me paraît déjà vieux parce qu'il s'est rien passé dedans pendant 6 ans en fait. Il n'y a pas eu d'entretien. Entre 2 locataires, l'agence allait relever les compteurs, on ne faisait rien. Il ne disait même pas, monsieur, il faudrait mettre un petit coup de peinture ou changer la moquette. C'est venu au bout de 6 ans quand j'ai commencé un petit peu à les bousculer pour avoir quelques explications. Et puis quand on a découvert aussi que eux couraient après leur argent et que l'assurance s'était démise du sujet, la garantie de loyer impayé a dit vous êtes agence, vous avez fait une erreur, débrouillez-vous, on ne vous aidera pas. Ah oui, d'accord. Donc en plus, il y a l'intérêt, c'est devenu de récupérer les loyers, surtout pas de s'occuper de l'appartement. Ok. Surtout qu'on arrivait, alors après on tire un petit peu, on arrivait à la période où tous les gens comme moi dans cette résidence avaient acheté à la même époque, tout le monde commençait à se dire qu'il y avait un petit loup et tout le monde commençait à vouloir revendre. Donc je me rappelle quand je suis arrivé, il y avait des panneaux à vendre de partout sur le portail, il y avait 3-4 agences qui étaient sur le coup. Donc je me suis vite dit que revendre, ça serait très très compliqué. Surtout que j'avais toujours comme objectif de récupérer un petit peu ma mise de départ.
pour garder un petit peu d'amour-propre et puis faire une opération blanche malgré tout. Ouais. Ok. Donc, tu décides de le garder. De toute façon, tu ne pouvais pas le revendre parce que j'imagine que tu étais engagé, ça devait être 9 ans aussi à l'époque, pour l'économie d'impôt. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui voulaient le revendre avant, hein, malgré tout. Tout à fait. Et donc, tu refais les travaux, tu le remets en location. Alors, je me suis rapproché d'une agence qui n'a pas trouvé de locataire. Je l'ai mis en location moi-même. Sur le Bon Coin, j'ai fait des belles petites annonces. J'ai eu, je crois, 5 appels dans le week-end. Le week-end prochain, j'y étais, j'ai fait visiter, j'avais un locataire le soir, effectivement. Ok, donc là, toujours pareil, parfois les agences, c'est vrai qu'elles manquent de résultats et d'efficacité. C'est ça, puis j'avais été voir peut-être bêtement l'agence qui s'occupait des parties communes de la résidence, qui avait aussi un certain nombre d'appartements déjà en location. Donc après, c'est juste un appartement de plus dans cette résidence-là. Oui, en effet. D'accord. Donc tu le remets en location et ça se passe comment après? Alors, je ne veux pas dire que ça se passe bien, ça se passe mieux, parce que j'ai des locataires sérieux, parce que j'ai des locataires qui payent rubis sur l'ongle tous les mois, qui m'appellent dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, avec qui on peut très bien échanger. Donc ça, c'est le côté positif. Le côté négatif, c'est que je suis toujours incapable de couvrir la mensualité du crédit, même en l'ayant négocié avec la baisse des taux, par rapport au loyer que je touche. Donc là, j'ai pris ça sur moi depuis 3 ans. J'assume jusqu'au bout. Et puis j'ai fait mon calcul, j'aurai fini de payer le bien en 2025. Et je sais qu'il faut que je le garde jusqu'en 2030. Alors j'ai pris à loyer stable et prix de vente stable pour faire une opération blanche. C'est mon objectif aujourd'hui dans ce plan-là. C'est un petit peu malheureux. Donc là, aujourd'hui, tu prévois de le garder au-delà de la 9e année, de la fin de ton économie d'impôt, c'est ça? Tout à fait, j'ai déjà dépassé là. Ouais. Tu l'as déjà dépassé. Alors qu'est-ce qui fait que tu le gardes aussi, que tu le revends pas pour peut-être passer à autre chose ou... Mais déjà, il me reste quand même pas mal de capital à rembourser. Ouais. Donc aujourd'hui, la vente de l'appartement me rembourserait bien entendu le capital, me comblerait une partie du déficit que j'accuse depuis 2008. Il me resterait encore un déficit un peu trop important à mon goût. Et là, je suis rentré dans cette habitude de location. C'est quelque chose qui m'a plu. C'est aussi pour ça que je suis arrivé à suivre des formations et puis à m'intéresser davantage au monde de l'immobilier. Je gère tous les mois les loyers, je gère tous les mois la relation avec le locataire. Ça me plaît. J'ai changé de locataire l'année dernière, j'ai fait quelques petits travaux pour l'améliorer. Et donc je me suis dit, je vais continuer sur cette voie-là, plutôt que de faire un gros trou financier maintenant. Par rapport à l'affaire globale, je vais aller au bout pour en sortir, alors avec une expérience très marquante mais très formatrice et un tout petit peu grandi malgré tout avec un effet zéro sur le budget global. Oui, donc le but, si je comprends bien, tu as fait ton calcul pour dire il faut que je le garde jusqu'à telle année pour pouvoir en fait avoir récupéré tout l'argent, toute l'épargne que j'ai pu mettre depuis le début. C'est ça, hein. D'accord. C'est ça. Ok, sachant qu'en plus, dans ton cas, quand tu es au-delà de la 9e année, au changement de locataire, tu peux en plus, par exemple, le basculer en meublé. Enfin, tu as 2-3 stratégies qui permettent quand même de revaloriser un peu les loyers et même améliorer la fiscalité aussi, parce que là, j'imagine que tu étais au revenu foncier. Oui. Ouais, donc ça, c'est des options aussi. Ok. Et concernant le deuxième, alors comment ça se passe pour l'autre ? Alors le deuxième, malheureusement, le schéma est similaire. À ceci près que j'ai été contacté peut-être en 2016 par un collectif de copropriétaires comme moi sur la résidence qui m'ont dit on n'a pas acheté des logements au prix du marché. J'ai fait OK, j'ai été regarder, effectivement, j'ai acheté l'appartement, comme je disais tout à l'heure, tout frais inclus, 120 000 €. Ouais. J'ai fait estimer, aujourd'hui, si je voulais le revendre, royalement, je pourrais en tirer 60 000 €.
D'accord. Ah oui, il y a une sacrée différence. Sachant que dans les 120 000, tu as quoi? Tu as un peu de frais de notaire, il n'y a pas beaucoup de frais au final sur les 120 000. Non, parce que c'était du neuf. Il a dû te coûter 110 000 euros ou un truc comme ça, l'appartement en lui-même, c'est ça? Donc ils te l'ont vendu quasiment 2 fois le prix. Alors, enfin, là, c'est le prix d'aujourd'hui, mais la question, c'est surtout à l'époque. Ça valait combien à l'époque? Est-ce que le marché a pu descendre? Il est descendu un petit peu. Je pense qu'à l'époque, ça valait entre 55 et 60 000, grosso modo. D'accord. Donc, mais là, quand tu dis ça valait, parce que c'est important de bien parler de Ouais, la même chose, tu penses qu'un appartement neuf valait normalement 65 ou 60 000 euros? tout à fait. Ah oui. Ouais, donc là, on est dans quelque chose qui est malhonnête, quoi. C'est ça. Mais moi, je suis en région parisienne, le prix qui m'a été présenté pour le bien m'a paru complètement cohérent. Oui, ça te choque pas, un T2, 110 000 euros, oui, quand tu es à Paris, si tu ne trouves pas ça. Et du coup, ouais, donc ça fait partie des aussi, si on essaie, tu vois, de tirer des enseignements, c'est aussi toujours de vérifier le prix au mètre carré dans la zone dans laquelle on nous propose quelque chose par C'est rapport à ça. l'existant, un bien similaire, dans un même état. Voilà, est-ce qu'on est proche? C'est ça. Mais dans l'idéal, moi, ce que je ferais, mais je ferais certainement plus ça, ce que je pourrais conseiller, c'est de prendre le dossier qu'on nous présente, d'aller sur place, de regarder effectivement l'environnement, de faire une petite étude de marché local, et puis d'essayer de trouver le commercialisateur, ses bureaux, pour aller se renseigner si on voulait acheter un appartement du même type, à combien on pourrait l'avoir. D'accord, sans passer Ça, par ça, l'intermédiaire, sans passer par la défisque. voilà. Ça prend une journée, effectivement, c'est un investissement. Maintenant, aujourd'hui, si j'avais gaspillé une journée, ramené au coût du salaire à la journée, je pense que j'aurais évité un bon resto avec deux, trois copains, et puis c'était tout. Là, aujourd'hui, je sais que j'ai encore un déficit de ce côté-là. Donc celui-ci, celui-ci, ça va être forcément encore plus compliqué de rattraper la perte potentielle. Bon, Oui, alors, pardon, celui-ci, il est déjà un petit peu mieux parce que j'ai renégocié aussi le prêt. Aujourd'hui, j'ai vraiment cet effort d'épargne de à peine 150 euros par mois. Donc avec les économies d'impôts que ça a généré au final, je ne vais pas dire que c'est intéressant, mais on reste dans la logique. Par contre, celui-là, j'ai calculé, si je veux en faire un bien rentable, il faut que je le garde jusqu'en 2050. Je pense que je ne vais pas forcément me garder ça à l'esprit. Je vais essayer de le revendre à terme. Mais aujourd'hui, je me retrouve à vendre un bien qui va me rapporter 60 000 euros et un capital restendu qui doit représenter à peu près 85 000 euros. Donc je me dis, est-ce que je continue de mettre un petit effort d'épargne mensuel comme ça, qui est relativement indolore parce que très progressif, ou est-ce que je sors d'un seul coup 25 000 euros pour rembourser l'appartement avec des frais de vente insuffisants? Pas forcément au bout de la réflexion. Je suis plutôt parti sur d'autres sujets là, en essayant de regarder un petit peu ça, et puis plutôt sur des sujets qui vont me générer du cash flow, qui permettront déjà d'atténuer tout ça, et puis après en faisant d'autres, d'être vraiment dans le positif. ouais, d'accord. Donc du coup, si on essaie du coup de faire un petit bilan tout ça, qu'est-ce que tu en as toi tiré? Alors tu nous as donné là déjà des éléments, mais voilà, qu'est-ce que tu en gardes comme leçon pour l'avenir de ces deux projets, de ce que tu as appris avec cette expérience? Personnellement, moi ce que j'en tire, personnellement, tout le monde ne pourra pas raisonner pareil, mais la première, c'est vraiment de se renseigner avec de vraies personnes de confiance. Les gens qui m'ont appelé au téléphone, effectivement, le discours était très bien. J'y ai fait facilement confiance parce qu'ils m'ont certainement dit ce que je voulais entendre. Ça, je me suis dit que c'était terminé, même aujourd'hui, quand on m'appelle pour me proposer une box. C'est très compliqué pour les gens de la hotline. La deuxième chose, c'est de creuser le sujet, d'aller vraiment, comme je disais tout à l'heure, sur place, regarder un petit peu le marché, regarder l'environnement, regarder la réalité des choses. Et puis surtout, c'est de ne plus me faire présenter des choses et d'y aller, c'est plutôt d'aller chercher moi les informations
pour me faire ma propre idée, comparer, et puis lancer vraiment des choses sur lesquelles, si je me trompe, ça sera de ma faute. Ça sera pas. Alors, j'ai écouté les sirènes, c'est aussi de ma faute, mais je suis vraiment tombé dans les discours. Là, je prends vraiment plus tout ce qu'on me dit pour argent comptant. Je me fais ma propre idée et je confronte vraiment tout ce que je peux établir avec des bons conseils que je peux entendre, que je vais chercher sur des sources fiables. Oui, oui, non, effectivement, tu as raison, c'est pas la même chose lorsque c'est toi qui lances quelque chose et que tu fais des erreurs que lorsqu'on t'a démarché et que on t'a présenté les choses sous un certain angle en omettant certaines informations et que tu ne le vois pas. C'est pas pareil. Hein. Donc, ok, donc écoute, c'est des retours hyper intéressants et que voilà que tout le monde, pour tout type de projet d'investissement d'ailleurs, que ce soit de l'immobilier ou pas, c'est des très bonnes leçons, hein, des garde-fous, de se dire voilà, c'est moi qui vais chercher l'info, quand on me dit quelque chose, je vais vérifier, et je vérifie toujours que ça me correspond, parce qu'effectivement, il y a, une fois que le projet est signé, qu'il est à toi, c'est vrai qu'après, c'est à toi de gérer tout ce qui va derrière, que ce soit bien ou pas bien, et ça, malheureusement, voilà, les recours sont un peu compliqués. Et donc d'où l'importance de tout bien vérifier en amont, comme tu le dis. C'est primordial, oui. Ok, écoute, merci Franck pour ton retour. Je ne sais pas si tu veux ajouter un dernier mot pour les personnes qui nous regardent, mais en tout cas, voilà, moi je trouvais très intéressant ce que tu nous as partagé. Et voilà, on a bien compris la logique, les points d'attention. Donc c'est hyper intéressant de pouvoir partager aussi ce genre d'exemple, ce genre de situation dans lesquelles tout ne s'est pas passé comme tu l'avais peut-être imaginé. Et voilà, ça fait partie aussi de la vie, d'apprendre. C'est clair. Moi, je serais heureux que mes erreurs puissent servir à d'autres pour pas faire les mêmes. Ce qui me sauve, c'est que j'étais vraiment en phase ascendante moi, dans ma carrière et que j'ai pu évoluer, me sortir de tout ça la tête haute. Sauf un petit peu. Alors, j'ai accepté de témoigner aujourd'hui en me disant voilà, tout le monde va voir la tête de celui qui a fait de grosses bourdes en 2008 et 2009. La première fois n'était pas suffisante, il en a remis une couche. Je me dis voilà, j'ai travaillé là-dessus. Si mon témoignage peut servir à d'autres, c'est très bien. Et puis effectivement, renseignez-vous. Ça, c'est la base. Et ne vous dites pas que l'immobilier, c'est la panacée. L'immobilier, ça peut être très bien si c'est très calculé, si c'est vraiment des choses qui sont faites en bonne intelligence, avec les bons conseils. Je pense qu'il y a une autre personne qui n'est pas dans la salle avec moi, mais de l'autre côté de mon téléphone qui en fait partie. Donc effectivement, faites très attention et je pense que j'ai fait suffisamment d'erreurs pour que vous n'en fassiez pas. Je prends ça pour moi, j'assume, donc essayez de faire quelque chose de super. Ok, écoute, merci Franck encore une fois d'avoir effectivement accepté de témoigner. Voilà, c'est pas forcément facile de reconnaître qu'on a fait des erreurs, etc. Donc merci à toi pour ça. Mais aussi, le fait de le faire, c'est aussi le meilleur moyen de se les approprier, de les dépasser. Donc j'espère que les prochains projets seront en cash flow, en trésorerie positive, pour permettre déjà de rattraper peut-être les premiers et puis te donner envie encore de continuer dans l'immobilier parce que tu sembles avoir pris goût à la gestion locative malgré tout. Donc écoute, tiens-nous au courant de tout ça. Merci et puis je te souhaite une bonne continuation. Merci, puis rendez-vous dans 5 ans pour un témoignage positif. Merci. Voilà, ce témoignage est terminé. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a éclairé. Encore une fois, il ne s'agit pas de mettre toute la défiscalisation dans un seul et même panier. Il y a des projets de défiscalisation qui sont intéressants. Vérifiez simplement tous les chiffres qui vous ont proposés pour vous assurer que le projet est un bon projet et qu'il est adapté à votre situation. Et surtout, réfléchissez bien en termes de trésorerie mensuelle. Ça, c'est un garde-fou assez important. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous voulez vous former à investir dans l'immobilier qui ne sera pas de la défiscalisation, mais qui sera plutôt des projets à trésorerie positive dès le départ, regardez dans la description, il y a mon lien vers la formation que je vous propose qui est gratuite. C'est une formation à l'immobilier pour démarrer.